Euh, Nous avons formé le CRINT à partir d'une équipe de recherche qui était beaucoup plus restreinte en termes de nombre. Jacques était au centre, en fait, il dirigeait cette équipe de recherche. Nous étions 6 et 9 par la suite. Et, et Jacques, évidemment, nous a accompagnés, nous a dirigés parce qu'il nous a montré une direction de recherche aussi. Et évidemment, Jacques était fondamentalement un ami très profond. Et tout ça était imbriqué dans la recherche que nous avons conçue. Euh, Paul et Edwards y étaient aussi très rapidement. Et alentour de Jacques s'est créée une réflexion sur la régulation du travail. La régulation du travail dans un espace mondialisé. Essentiellement, c'était notre préoccupation de recherche alentour d'un groupe multidisciplinaire. En fait, je dirais un groupe de relations industrielles très typique, avec des gens ayant des regards scientifiques variés, alentour d'un thème commun qui s'intéressait à cette régulation du travail et à ses acteurs. Et Jacques était un fin observateur, et Paul nous l'a démontré, un fin observateur de l'acteur qui était l'entreprise et l'entreprise multinationale. Et Jacques s'intéressait à ce qui se passait à l'intérieur de cet acteur-là. On l'a vu. Il avait son microscope. Jacques, essentiellement, était un empirique. Il observait. Il observait euh, finement le comportement des acteurs et ces observations étaient toujours ancrées dans un cadre théorique qui l'accompagnait, le guidait. Et Jacques avait aussi, sur cet acteur et ces acteurs de la régulation, mais particulièrement l'entreprise multinationale, il la regardait aussi avec son télescope. J'allais dire périscope, mais bon. Alors, son télescope, d'un point de vue macro, et c'est dans cette perspective-là que lui et moi avons développé une recherche plus spécifique qui s'ancrait dans les modèles diversifiés de capitalisme qui étaient mis en évidence notamment par Hall et Soskis. Les auteurs que vous connaissez très bien, dont on a évoqué encore les travaux dans notre colloque actuel, sur la diversité des capitalismes et leurs caractéristiques. Et nous nous sommes intéressés à la régulation du travail, particulièrement dans le cadre québécois. Et pourquoi le cadre québécois? Bien sûr, la recherche est toujours teintée par des aspects subjectifs. Donc, le choix du Québec comme cadre réglementaire, comme cadre, source de régulation du travail, n'était pas anodin. C'était notre société, bien sûr, et on se préoccupait de la capacité du Québec de maintenir son caractère distinct dans un espace économique qui correspondait davantage à une forme du capitalisme qui était celle qui prévalait dans l'espace de libre-échange de l'ALENA et donc dans l'espace américain. Et la question que nous nous posions, est-ce que le cadre réglementaire québécois est distinct et comment l'est-il? Et est-ce que cette distinction est viable? Est-ce que dans un espace économique teinté par un type de capitalisme qui est très libéral, en fait, c'est le capitalisme nord-américain dans l'espace de libre-échange de l'ALENA, est un capitalisme qui est l'archétype du capitalisme libéral.
plutôt que le capitalisme davantage dirigé par l'État, dont les modèles archétypes sont les pays de l'Europe du Nord. Le Québec, avec ces distinctions, pouvait-il prétendre à maintenir son caractère distinct dans un espace économique qui ne correspond pas à ces aspects distinctifs? Alors, comment aborder ce thème-là? Comment le documenter? Euh, Certainement pas, et on n'avait pas la prétention de pouvoir vérifier scientifiquement des éléments de cette réponse-là, mais on pouvait documenter, pensions-nous, cette question et alimenter la discussion. Et c'est cette collaboration que Jacques et moi avons développée alentour de ce thème-là, qui a mené une équipe de travail avec, nous avions une subvention de recherche importante. Et cette réflexion s'inscrivait dans ce projet de recherche sur la multinationale et ses comportements transnationaux et le déploiement de sa production dans différents pays, ce qui était le thème de la recherche de Jacques dans lequel j'étais associé. Et là, ben, vous voyez tout d'abord cette capacité de Jacques de s'associer des gens qui ont un regard différent, un regard scientifique différent, pour mener plus loin la réflexion qu'on n'aurait pas pu avoir ni lui ni moi, par exemple, à partir de notre seule discipline. Je suis juriste, Jacques est plutôt sociologue, un regard très large sur le comportement des acteurs. Et nous avons regardé comment cet acteur québécois de la régulation, comment était-il constitué, était-il distinct, premier élément de notre recherche. Et deuxième élément, comment l'acteur, parce que cette recherche-là s'inscrivait dans la littérature sur l'acteur multinational et la capacité de l'entreprise multinationale, avec sa mobilité, de jouer les systèmes nationaux de régulation pour aller là où la régulation était le plus favorable à l'atteinte des objectifs de la multinationale. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, le Québec pouvait tirer son épingle du jeu en termes d'investissement, de la part des multinationales, malgré son caractère distinct dans l'espace nord-américain? Alors, deux aspects. Le premier aspect, le cadre réglementaire est-il distinct? Et c'est ce que nous avons regardé en regardant les sources de la régulation ou du cadre réglementaire québécois. Nous avions comme conception du cadre réglementaire la réglementation émanant de l'État, sachant bien sûr que cette réglementation-là n'est pas la seule source de régulation du travail. Mais en termes de cadre réglementaire, par rapport au caractère distinct du Québec, c'était la réglementation étatique qui constituait notre focus et nous l'avons documenté et c'était la première partie de cette recherche. En quoi le cadre réglementaire québécois est-il distinct? Je ne vous en parlerai pas beaucoup, mais nous avons regardé trois sources, les trois principales sources de normativité dans le cadre de ce cadre réglementaire. Le droit commun, et qui va conditionner la relation juridique entre chacun des salariés et l'employeur, l'autonomie collective, l'action syndicale telle qu'encadrée par la loi et la négociation collective, deuxième grande source de régulation étatique.
Et la troisième, la législation du travail. Législation du travail qui s'intéresse à des conditions de travail imposées par l'État, déterminées par l'État, euh, comme ce qu'on fait dans la loi sur les normes, la loi sur la santé et sécurité, ou encore la Charte des droits et libertés et les droits fondamentaux des salariés dans l'entreprise. C'était notre focus, nos 3 sites d'observation, et nous avons systématiquement comparé ces 3 sources au Québec. Et ces 3 mêmes sources, parce que ce sont des sources qu'on observe dans tous les systèmes juridiques là, par rapport à la régulation juridique de l'emploi. Et nous avons fait de même pour les États-Unis. Et bien sûr, vous pouvez vous en douter, et on pourra en discuter si on a le temps. Et Jacques était le premier observateur et le premier discutant de ce volet de notre recherche que je conduisais. Mais toujours avec Jacques et avec le regard de Jacques qui permettait justement d'aller plus loin dans cette observation et dans nos réflexions à cet égard-là. Et donc, on a établi d'une part qu'il y avait effectivement un caractère distinct dans la réglementation québécoise qui est facile à résumer, vous le savez comme moi, l'intervention de l'État dans la réglementation des conditions de travail est beaucoup plus importante au Québec qu'aux États-Unis. On aurait pu regarder le Canada anglais aussi, nous ne l'avons pas fait, mais le Canada anglais se situe un peu entre les deux, mais il y a nettement aux États-Unis des règles qui donnent beaucoup plus d'autonomie aux acteurs dans la définition des conditions de travail et beaucoup les acteurs individuels, c'est-à-dire l'employeur et le salarié. Le syndicalisme, juste pour, quand on regarde les résultats de l'encadrement juridique des rapports collectifs du travail aux États-Unis, le taux de syndicalisation était à l'époque, on était au début des années 2000, environ 15%. Dans le secteur privé, on était déjà en bas de 10%, 8%, alors qu'au Québec, avec une réglementation issue dans les rapports collectifs des mêmes sources, nous avions quand même un taux de syndicalisation de 40%. Et dans le secteur privé, à l'époque, on était à 27, 28. Là, on est rendu à 21, 22 ou 23%. Mais quand même, donc, juste on voit là, sur le plan du résultat, bien sûr, le taux de syndicalisation n'est pas conditionné uniquement par la loi, mais la loi est un facteur. Déjà là, on voyait la distinction très forte. Et dans la législation de l'État, évidemment, beaucoup plus d'intervention au Québec qu'aux États-Unis. Donc, il est avéré dans notre recherche, là, le cadre réglementaire québécois est spécifique par rapport au cadre réglementaire de l'emploi ailleurs dans l'espace économique observé. Et c'est là que Jacques intervient. Nous nous demandions, est-ce que la multinationale comment prend-elle en compte la spécificité québécoise quand vient le temps d'investir ou de développer des sites de production dans cet espace nord-américain? Et là, nous sommes allés observer la multinationale. Comment l'avons-nous fait? Bien, par des entrevues semi-dirigées auprès de chefs d'entreprise, de multinationales qui intervenaient nécessairement avec au moins 2 sites de production, un au Québec, un aux États-Unis. Nous allions rencontrer les chefs d'entreprise dans 8 multinationales différentes à raison de 3 rencontres par entreprise. Alors, vous voyez le schéma de cette recherche empirique et voyez à quel point, avec Jacques et son ouverture par rapport à l'ensemble des différents points de vue scientifiques qui émergent et qui circulent dans un cadre de relations industrielles, comment nous pouvions aller observer de façon spécifique ce qui nous intéressait en termes de comportement des entreprises dans un espace mondialisé face à des cadres réglementaires différents.
Et comment ces cadres réglementaires-là, par les chefs d'entreprise, étaient-ils pris en compte? Et nous avons mené, et là c'était très important, nous avons mené ensemble ces entrevues. Nous étions toujours tous les deux. Nous avons fait, en fait 22 entrevues, je pense, 8 entreprises qui étaient des entreprises du Québec Inc. essentiellement, avec un plan de production, un établissement de production au Québec et un aux États-Unis minimalement. Alors, les résultats de ces recherches ont été publiés. Ça aussi, ça fait partie de notre rayon d'action en relations industrielles dans une revue à caractère juridique au Canada anglais et dans la revue Relations industrielles, particulièrement pour analyser le résultat de nos entrevues. Et le résultat de nos entrevues, je pense que j'ai à peu près épuisé mon temps. 4 minutes, bon. Le cadre réglementaire est pris en compte dans les décisions stratégiques des entreprises, mais c'est loin d'être le premier critère par rapport à ces décisions stratégiques. Il est loin derrière les facteurs qui influencent immédiatement les coûts de production, comme la proximité du marché, la proximité ou la disponibilité de ressources naturelles. Et vous voyez à quel point c'est encore d'actualité. Est-ce que Hydro-Québec est le Dollarama de l'électricité en Amérique du Nord? Et donc, le cadre réglementaire, surtout quand vient le temps d'investir, est une considération qui est beaucoup plus loin. Maintenant, les gens nous disant aussi, c'est pas que c'est pas important, mais ce n'est pas le premier facteur, ni dans les premiers facteurs d'investissement. Maintenant, quand il s'agit de décisions stratégiques par rapport à des réorganisations d'entreprises, comme par exemple dans les 8 entreprises que nous avons observées, il y en avait 2 qui étaient des entreprises québécoises qui venaient d'être achetées par des intérêts américains. Et là, c'est une des considérations qui était constamment avancée par les administrateurs, les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés. Le cadre réglementaire, il est fondamentalement culturel. Il est ancré dans la société duquel il émane. Le cadre réglementaire québécois, il était compris par les administrateurs et les chefs d'entreprise québécois, et ces chefs d'entreprise avaient comme un préjugé favorable à ce cadre réglementaire parce qu'ils le comprenaient et ils en voyaient l'ensemble. Comme par exemple, quand on parle du cadre réglementaire, on ne peut pas, par rapport à l'emploi, on ne peut pas mettre de côté notre état-providence, le système de santé universel, accessible universellement, par exemple, qui fait partie des considérations du cadre réglementaire. Donc, les chefs d'entreprise issus du Québec comprenaient le cadre réglementaire de l'intérieur et l'acceptaient et en voyaient les avantages, alors que l'observateur américain, il regardait dans une perspective de réorganisation de ces établissements dans l'espace économique, ne comprenait absolument pas le cadre réglementaire. Et là, le cadre réglementaire pouvait, dans ces décisions de réorganisation, de fusion, où on pouvait avoir à fermer un établissement par rapport à l'autre, bien sûr que le cadre réglementaire pouvait devenir beaucoup plus important, notamment le climat des relations de travail, les clauses dans les ateliers syndiqués, qui étaient la majorité des établissements que nous avons rencontrés, les clauses de mobilité dans les conventions collectives deviennent très importantes. Est-ce que l'employeur peut réorganiser de l'intérieur sa main-d'œuvre de façon flexible? Ça devenait des considérations importantes. Mais donc, le cadre réglementaire québécois, il est plus rigide. Selon l'observation et ce que les chefs d'entreprise nous disaient, mais il faut le considérer de façon beaucoup plus nuancée et il est culturellement attaché. Et les entreprises qui proviennent de l'intérieur de ce cadre réglementaire-là le considèrent dans son ensemble et de façon beaucoup moins défavorable qu'on pourrait le penser. Alors que le cadre réglementaire américain qui
de prime abord, semble beaucoup plus intéressant pour une entreprise, compte tenu de la flexibilité qu'il donne aux acteurs, bien, il a aussi ses désavantages, comme par exemple un grand risque de contestation judiciaire individuelle de la part des employés qui peuvent s'adresser aux tribunaux et obtenir des réparations qui sont souvent, en termes monétaires, très, très coûteuses et qui sont aussi très disruptives, dérangeantes ou dans l'administration des ressources humaines, qui est une considération du cadre américain qu'on ne prend pas immédiatement en compte et qui peut s'avérer très préoccupante pour des administrateurs. La présence syndicale n'est pas nécessairement vue non plus comme un désavantage immédiat. Souvent, la présence syndicale permet d'avoir un dialogue avec la main-d'œuvre, avec les travailleurs, que l'absence d'interlocuteur syndical ne permet pas. Et pour ça, ça peut être important. Donc, je termine ici. C'est beaucoup plus fin l'observation qu'on a obtenue de ces rencontres-là, mais ça montre à quel point la méthode de Jacques, associée à un point de vue davantage macro et juridique sur le cadre réglementaire et le comportement de l'acteur multinational, permet des avancées qui aujourd'hui, par exemple, en termes de conclusion, et si on laissait la parole à Jacques, comme Paul l'a suggéré, mais Jacques dirait qu'il y a de la place pour un modèle différenciancier du cadre réglementaire, mais que ce modèle-là doit s'accompagner de stratégies économiques qui correspondent aux particularités et aux avantages comparatifs que ce cadre réglementaire peut procurer, particulièrement la capacité d'avoir une main-d'œuvre fortement qualifiée. Et c'est dans les créneaux où cette main-d'œuvre fortement qualifiée est mise à partie que le Québec peut tirer son avantage, même d'un point de vue économique, dans ce cadre nord-américain où le capitalisme est un capitalisme fortement libéral. Alors, j'arrête ici, mais je voulais aller un petit peu dans le détail de cette recherche-là pour montrer à quel point le travail avec Jacques nous menait beaucoup plus loin dans nos réflexions par son empirisme, sa capacité d'observation de l'acteur de l'intérieur, inscrite dans un cadre théorique beaucoup plus large et très ouvert de façon multidisciplinaire. Alors, merci beaucoup.